Oui, j'entends ça, bien d'entendre ça là, oui. D'accord. Alors, au nom de Cancer de l'ovaire Canada, je vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Mon nom est Monique Beaupré-Lazur, directrice régionale pour le Québec. La séance d'aujourd'hui, intitulée Vivre avec le lymphodème, est animée par M. Pierre Mercier, thérapeute au Centre Médic Spa et Centre Quintessence à Gatineau. Il vous présentera le plan de son exposé réparti en plusieurs blocs. Nous vous encourageons à poser vos questions à M. Mercier après chacun des blocs. Pour ce faire, nous vous suggérons de donner votre prénom ou un nom fictif à votre choix. Comme nous utiliserons une ligne ouverte, tout bruit ou son seront entendus par tous les participants. De plus, la séance est enregistrée pour diffusion sur YouTube. Je cède maintenant la parole à M. Mercier. Bonjour. Alors, je vous remercie, Madame Lauzon, de cette invitation. Ça me fait plaisir de communiquer à titre de thérapeute, de donner de l'information aux patientes ou aux personnes qui peuvent donner des soins à ces patients, celui qui ont peut-être été atteintes là, du cancer de l'ovaire. Alors, le plan que je prévois d'utiliser aujourd'hui pour parler du lymphédème, c'est de définir, si vous voulez, ce que c'est le lymphédème au départ et pourquoi c'est important. Ensuite, parler de diagnostic, comment on peut diagnostiquer, comment on peut déterminer qu'il y a un lymphédème vraiment ou non. Je vais parler ensuite de prévention, de traitement et comment, de fait, une personne qu'est-ce qu'elle doit faire pour vivre au jour le jour avec cette condition, qui la plupart du temps, on devrait le dire tout de suite, est une condition chronique. Alors, j'aimerais peut-être au début, pour bien comprendre ce que le lymphédème, peut-être comprendre ce que fait le système de circulation lymphatique lorsqu'il est sain, lorsqu'il n'y a pas de problème de circulation lymphatique. À quoi il sert le système de circulation lymphatique? Alors, le système de circulation lymphatique, de fait, il est imbriqué d'une certaine façon avec le système de circulation sanguine. Donc, on sait que le sang qui part du cœur va nourrir, si vous voulez, toutes les parties du corps à travers le système veineux. Et il y a des nutriments qui sont dans le fond, diffusés partout le corps pour nous nourrir, parce que toutes les cellules vivantes du corps humain baignent dans du liquide. Et le retour, si vous voulez, du système ça, donc, excusez-moi, ce sont les artères, de fait, qui vont nourrir tout le reste. C'est via les artères que le système est nourri, et le retour se fait par le système veineux. Mais le système veineux doit peut-être retourner la plupart des liquides, mais une partie des liquides est retournée au cœur via le système lymphatique. Pour faire un peu la distinction, c'est important en fait d'avoir la distinction. Le système veineux fait circuler environ 5 litres de sang à la minute. Donc, par exemple, toutes les minutes, on a environ 5 litres de sang qui circulent, par exemple, à travers le foie. Pour ce qui est de la circulation lymphatique, c'est beaucoup plus lent. De fait, tous les liquides lymphatiques qui sont récoltés dans le corps vont tous aboutir en fin de route sous les clavicules, de fait très haut dans le corps, tout près du cœur. Elles vont se jeter au cœur, dans le fond, de grandes veines avant d'arriver au cœur. Donc, le système lymphatique, il est parallèle au système veineux. C'est strictement un système à sens unique, un système de retour de liquide. Et le système lymphatique, il est essentiel. C'est grâce au système lymphatique, dans le fond, qu'on ne souffre pas d'enflure. Le système lymphatique est responsable de ramasser les grosses molécules, les particules assez grosses qui sont dans les liquides dans lesquels baignent nos cellules vivantes. Donc, à l'extrémité, si vous voulez, au tout début, partout dans le corps, on a des petits capillaires lymphatiques qui sont un peu comme des gants avec les bouts des doigts ouverts, dans lesquels des protéines, des acides gras à longue chaîne, des débris de cellules, beaucoup des molécules assez grosses qui n'entreraient pas dans le système veineux, vont entrer dans le système lymphatique par ces petits capillaires, vont aller rejoindre des vaisseaux un peu plus gros, et vont ultimement aller se jeter dans de grandes veines, tout dans le cou, de fait, tout près des clavicules. Et sur le chemin, de fait, avant de se rendre là, les liquides lymphatiques vont passer à travers des ganglions lymphatiques ou des nœuds lymphatiques, où les deux termes sont utilisés dans la littérature médicale. Et lorsqu'ils vont passer à travers ces ganglions lymphatiques, il y a un processus de filtration qui va se faire. Donc, de telle sorte que tous les liquides qui arrivent, qui
qui vont aller dans le sang éventuellement vont être propres, vont être finalement inoffensifs. Alors ça, c'est important. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un lymphédème? Le fait, c'est que ce système de circulation-là, il est abîmé. Dans le cas de personnes qui ont été atteintes, par exemple, qui ont été traitées pour le cancer des ovaires, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir eu une chirurgie dans laquelle on va avoir enlevé des ganglions lymphatiques. Donc, on va avoir fait une chirurgie qui va abîmer le système de circulation lymphatique. Et bien souvent aussi, on va appliquer un traitement par radiation, par la radiothérapie. Ces deux types de traitements-là endommagent d'une façon sérieuse le système lymphatique au niveau c'est ça, là où la chirurgie est faite, là où les rayons sont faits. Ce qui fait que souvent, la circulation lymphatique va être endommagée. Autrement dit, cette circulation-là que j'ai décrite tout à l'heure ne se fera plus de façon adéquate, ce qui fait que des protéines et d'autres, si vous voulez, de ces particules-là qui normalement sont prises en charge par le système lymphatique et sont renvoyées dans le système sanguin, vont être stagnantes dans cette partie du corps, dans le fond, il va filtrer. Et puisque tout fonctionne du bas vers le haut, tout va de l'extrémité quelque part et va au cœur, de fait, tout l'endroit de fait, à partir de la taille aller jusqu'aux orteils, il y a un risque qu'il y ait une stagnation des protéines et des nutriments, des choses qui sont dans les liquides à l'extérieur des cellules. Il y a ce danger que cette stagnation-là, que les protéines restent là, et que ces protéines attirent l'eau, ce qui cause de fait un édème. Donc, l'édème, on peut avoir toutes sortes de types d'édème. De fait, l'édème, dans la plupart des cas, dans le corps humain, n'est pas causé par un lymphédème, mais le lymphédème est une des causes, si vous voulez, où on a l'édème. Donc, le seul endroit où vraiment ça peut avoir un impact de lymphédème, c'est principalement dans les jambes ou en bas de la ceinture, en bas du nombril, finalement. C'est peut-être la façon la plus facile de le décrire. Alors, quels sont les symptômes? Les symptômes, de fait de ça, vont être au départ, ils peuvent être ce qu'on pourrait appeler, ils appellent en anglais subclinical, c'est-à-dire on peut avoir des symptômes qui ne sont pas vraiment apparents, mais la personne peut ressentir une certaine engorgement des tissus. Ça peut être au niveau comme je dis, du bassin, ça peut être au niveau du haut des cuisses, des choses comme ça. Ça peut même affecter, ça pourrait à l'intérieur, c'est peut-être plus rare, mais affecter même les parties génitales. Donc, ça, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment visible de l'extérieur, mais une personne pourrait sentir ça. Là où ça devient plus apparent, où on peut plus facilement poser un diagnostic, c'est lorsqu'il y a enflure, lorsqu'il y a vraiment un engorgement des tissus au tel point que ça va faire en sorte la patiente va observer une augmentation du volume, puis ça va être vraiment plus spécifique finalement en bas de la taille. D'accord. Alors, ça, c'est quelque chose qui va se faire de façon assez graduelle. Donc, le lymphédème, par définition, de fait, non, c'est une accumulation de liquide qui est due à une rétention de protéines dans les tissus, parce que les protéines attirent l'eau. Alors, c'est vraiment ce qui est. Et le lymphédème, typiquement, on va le définir, dans la littérature médicale, on le définit davantage par une mesure de circonférence. Et ce qui est plus documenté dans la littérature médicale, c'est au niveau d'un bras quand c'est toujours comme ça. Donc, il existe d'autres pathologies où le lymphédème peut être plutôt dans la partie du haut du corps, mais il y a aussi des lymphédèmes. Donc, dans le cas du lymphédème dont on parle ici pour une personne qui a subi un cancer des ovaires, on parle de lymphédème secondaire. On dit secondaire, pourquoi? Parce que c'est secondaire à une autre pathologie. La pathologie principale, première, était le cancer des ovaires, mais ça pourrait très bien être autre chose aussi. Chez un homme, ça pourrait être un traitement pour un cancer de la prostate, ou des choses comme ça. Mais il existe aussi des situations de lymphédème qui ne sont pas liées à un traitement du cancer. Comme ça, on appelle ça un lymphédème primaire, c'est-à-dire que la pathologie première est une pathologie qui est un système lymphatique qui est défectueux, qui ne s'est pas bien développé ou qui s'est détérioré. Et en passant, c'est utile de dire ici que dans le cas d'un lymphédème secondaire dû par exemple à un cancer des ovaires ou du col de l'utérus ou d'un cancer du côlon, quelque chose comme ça, parce que dans le fond, une situation qui se présente, dans le fond,
le problème de lymphédème qui se présente est tout fin pratique la même chose. Ce n'est pas vraiment le cancer comme tel, la plupart du temps, qui est responsable du lymphédème. Mais ce sont les traitements. Donc, c'est le fait de faire l'ablation, qu'on a enlevé des ganglions lymphatiques, et le fait aussi qu'on a fait de la radiation qui cause des dommages secondaires qui finalement handicapent la personne et qui fait en sorte que le système lymphatique, le système de circulation lymphatique devient en partie inefficace, n'est plus suffisant, ne fonctionne plus suffisamment bien pour prendre en charge tous les liquides et toutes les protéines et tous les acides gras essentiels, tout dans le fond, la charge que normalement elle devrait être capable de transporter. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce point? Oui, j'aurais une question. Est-ce que c'est fréquent le lymphodème chez les femmes atteintes du cancer de l'ovaire? On n'a pas vraiment de statistiques claires à ce sujet-là. Je sais lors d'une conférence qui a été donnée par le Dr. Anna Towers, qui est peut-être une des rares spécialistes dans le domaine ici au Canada, elle parle d'environ 1 sur 10. Donc, 1 fois sur 10, mais ça va vraiment dépendre, en principe, ça va dépendre de l'ardeur, jusqu'à où on a dû faire la chirurgie. Ça va vraiment dépendre de l'ampleur de la chirurgie et aussi des traitements de radiothérapie. Donc, plus la chirurgie va avoir été intensive, plus on va devoir avoir enlevé des ganglions lymphatiques et plus on va avoir besoin du fait de radiation, plus on a de chances de développer un lymphédème. D'autre part, ce qu'on doit dire aussi, c'est que le système de circulation lymphatique, tous ces petits vaisseaux qu'on a là, c'est des kilomètres, c'est gros, il faut que ça soit vu de toute fin pratique, ça c'est visible qu'avec un microscope, tellement ces petits capillaires lymphatiques-là. Mais on peut dire que toute cette circuiterie, si on pourrait dire, entre guillemets, cette plomberie lymphatique, on pourrait appeler ça d'une certaine façon, c'est propre à chacun. Alors, autant toutes les personnes sur Terre ont des empreintes digitales différentes les unes des autres, autant, en fait, on pourrait dire que le système de circulation lymphatique peut varier d'une personne à une autre. Donc, c'est dû en partie à ce que la personne a comme le réseau de circulation lymphatique que la personne a comme tel, si vous voulez, et c'est dû aussi à l'ampleur de la chirurgie, mais ça peut être dû aussi à la condition préalable d'une personne. Par exemple, si on parle d'une personne qui a pas des problèmes d'obésité, ou une personne qui au départ avait des problèmes, si vous voulez, de circulation veineuse, choses comme ça, il pourrait y avoir des conditions préalables qui fassent en sorte qu'une personne est plus susceptible qu'une autre à développer un lymphédème, à part le fait de la chirurgie elle-même. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci d'avoir mentionné la condition préalable. C'est important, j'imagine, que les gynécologues, oncologues qui font, avant d'en procéder à une chirurgie, doivent probablement informer les femmes, surtout celles qui souffrent d'obésité peut-être. Alors, pourquoi c'est important de fait d'en parler? Parce que de fait, comme je disais un peu tout à l'heure, j'ai commencé à parler tout à l'heure, il y a des grades, si vous voulez, dans le développement du lymphédème. Donc, au départ, quelqu'un pourrait ne sentir qu'un engorgement des tissus. Ou après ça, lorsqu'on le lymphédème se développe davantage, on pourrait avoir vraiment une enflure visible. Une personne s'aperçoit vraiment qu'il y a une enflure, qu'il y a un engorgement, qu'il y a un édème. Et cet édème-là, au premier stade où il est visible, souvent, lorsqu'on appuie, par exemple, l'endroit qui était démacié, là, on va voir que ça va faire un peu comme un trou. Ça va faire comme un creux. Et lorsqu'on va enlever le doigt, ce creux-là va prendre quelques secondes avant complètement de se remplir. Donc, ça on appelle ça, c'est vraiment un signe d'un premier stade, si vous voulez, de lymphédème. Et la plupart du temps, dans un cas comme ça, par exemple, si on a un lymphédème qui est pas trop sévère au début, lorsque la personne va être au repos, va être couchée, ou quelque chose comme ça, va se reposer, après une nuit de sommeil, quelque chose comme ça, elle va se lever le matin, il n'y aura plus d'édème. Donc l'édème va apparaître au cours de la journée, puis il peut disparaître pendant le repos, pendant que la personne est à l'horizontale, elle se repose ou